Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est celui des matières premières. Et c'est Benjamin Louvet qui est à mes côtés en plateau pour en discuter. Gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec là. Les cycles de matières premières sont des cycles longs. Et il faudra sans doute avec vous rappeler les perspectives qu'on peut avoir pour certaines catégories de matières premières sur des horizons de long terme. Vous avez lancé récemment chez Ophi AM un fonds dédié aux métaux. Les métaux de la transition énergétique. Mais je veux quand même vous amener sur le court terme, Benjamin. Allons-y. La dynamique, je prends comme indice de référence l'indice CRB, l'indice Bloomberg, qui agrège un grand nombre de matières premières, énergie, industrie, agroalimentaire également. L'indice a piqué au mois de mai. Et depuis, on a quand même une correction substantielle. Le cuivre a peut-être corrigé de plus de 20%, le pétrole est peut-être sur un retracement de 15-20% également. Alors évidemment, tout ça est à mettre en comparaison de l'explosion des cours des matières premières qu'on a vécu depuis la période Covid, aggravée encore ces derniers mois par la guerre en Ukraine. Mais quand même, qu'est-ce qui se joue là à travers ce retracement significatif des prix ? Alors, il se joue deux choses. Il se joue, premièrement, une inquiétude sur la situation économique mondiale avec des banques centrales qui ont l'air absolument déterminées à juguler l'inflation et qui reprennent un peu le whatever it takes, cette fois-ci dans l'autre sens, avec l'idée que on sait que ça fera mal à la croissance, mais qu'il y a la nécessité de juguler l'inflation et pour ça de remonter les taux et donc potentiellement de ralentir l'économie. Donc forcément, une économie qui ralentit, c'est moins de consommation de matières premières et donc ça inquiète un certain nombre d'acteurs. Il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont dissonants, je vais y revenir. Le deuxième point qui justifie cette accélération depuis quelques semaines, voire maintenant quelques mois, on peut parler de pratiquement 2 mois, c'est le changement de point de vue, c'est l'attitude de la Chine vis-à-vis du Covid et cette politique zéro Covid. Il faut rappeler une chose, la Chine est aujourd'hui le premier consommateur mondial de métaux. Quasiment entre 40 et 50% de tous les métaux du monde sont consommés par la Chine. Donc quand vous avez un pays comme la Chine qui d'un seul coup ferme jusqu'à 50% de son économie, eh bien évidemment vous avez un ralentissement de la demande de métaux. On l'a très bien vu sur certains métaux, comme le zinc, sur lequel la Chine est un gros producteur et qui, traditionnellement, est un importateur de zinc. Et depuis quelques semaines, la Chine est exportatrice nette de zinc. Donc forcément, ça entraîne une détente sur les marchés d'une façon générale. Ce sont les deux principaux facteurs. Et puis, il y a eu le facteur, effectivement, de la hausse du dollar. Vous le mentionniez dans votre émission d'avant, qui, là aussi, pèse un peu sur le cours des matières premières, puisque comme les échanges de matières premières sont libellés en dollars au niveau mondial, eh bien, quand le dollar monte, le pouvoir d'achat des autres devises a tendance à régresser, et donc la demande de matières premières a tendance à souffrir. C'est 3 facteurs qui expliquent une baisse, à notre avis, conjoncturelle de ces matières premières. Avec une exception quand même, qui est un peu troublante, c'est ce qui se passe sur les matières premières agricoles. Parce que là, pour le coup, effectivement, on a un impact dollar, certes, mais on a des prix qui sont revenus sur les niveaux où on était au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Or, il ne vous aura pas échappé que sur un certain nombre de céréales, un certain nombre d'oléagineux, la situation n'est plus du tout la même. Et donc là, on peut se poser naturellement la question. Alors, pour nous, le phénomène qui peut expliquer ça, c'est le fait qu'un certain nombre d'acteurs sont exposés au secteur des matières premières au travers d'indices, et que quand vous vendez les indices, vous vendez sans distinction l'ensemble des valeurs de l'indice, y compris les valeurs agricoles. C'est un risque de phénomène de marché lié au tracker. Un phénomène de flux, entre guillemets, qu'on peut craindre, que certaines banques centrales craignent sur les ETF avec le développement de ces gestions passives. Sur le secteur des matières premières, on est déjà peut-être impacté un peu par ça, du fait des dégagements globaux sur des secteurs qui ont bien gagné et qui, dans une période où on gagne moins bien sa vie sur d'autres pans du portefeuille, eh bien, on peut avoir intérêt à prendre des bénéfices pour remanier son portefeuille et payer une partie de ses appels de marge. Je reviens sur la partie énergétique et métaux industriels. Qu'est-ce qu'il faut discuter quand même peut-être dans le scénario que le marché s'est mis en tête ? Parce que ralentissement global, oui, sans doute, très probable. Récession dure, profonde, dès demain, pour l'instant, j'en sais rien. Ce que je comprends en tout cas côté chinois, c'est qu'on est prêt à intensifier quand même les efforts de relance à travers de vieilles recettes qui visent à débloquer les super obligations pour les infrastructures, les ronds-points, les routes, l'immobilier, etc. Et je revois les scénarios. Alors, je crois que c'était Citi qui met le baril à $65, Goldman à 140. Bon, bref, évidemment, il y a derrière ces deux objectifs des scénarios
très différents. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un scénario où le baril pourrait prendre encore 50% et un scénario où le baril s'effondrerait de 50% par rapport au point haut qu'on a atteint? Alors, on va commencer par les métaux, si vous voulez bien, parce que les métaux nous donnent des indications intéressantes. Et on parlera du pétrole aussi, on peut voir des choses dans le cours de ces matières premières. Sur les métaux, la première chose qui est intéressante à noter, c'est que quand on regarde la structure de prix à terme, les prix à terme à 1 mois, à 2 mois de ces métaux industriels, on constate que malgré la baisse récente, on est sur des marchés où la structure de prix à terme reste ce qu'on appelle inversée en backwardation, ce qui est un symbole de tension de ces marchés. Et quand on regarde d'ailleurs les stocks, les inventaires de ces métaux, eh bien on constate qu'ils sont sur des niveaux historiquement faibles. Donc on part vraiment d'une baisse conjoncturelle. D'autant plus que, vous le disiez, on est en décalage de cycle entre les Occidentaux et la Chine. Or, la Chine, je le disais, c'est 50% de la consommation de métaux dans le monde. Chine plus Asie du Sud-Est, c'est 70%. Donc, si on a des facteurs, la Chine baisse ses taux, elle a baissé les taux de réserve réglementaires, elle fait un plan de relance, elle met en place ses obligations qui soutient en plus les infrastructures, l'immobilier et la mobilité, qui sont des secteurs très consommateurs de métaux. Sauf après c'est une profonde récession. Oui, je comprends. Il nous semble que sur ce secteur-là, on est peut-être allé un peu loin, là aussi sans doute, du fait des positions des spéculateurs, parce que quand on regarde les positions des spéculateurs, elles sont revenues au niveau où elles étaient, bon an, mal an, au moment de la pandémie. Donc on est vraiment, je dirais, peut-être au bout d'un mouvement de liquidation sur ces portefeuilles qui peut expliquer la baisse importante qu'on a connue, mais qui nous semble, nous, aujourd'hui, arriver un peu à son terme, sauf après c'est j'entends. Une récession profonde, et qu'il pourrait continuer à avoir un peu de volatilité, parce que malgré tout, la Chine est quand même encore dans une politique de stop and go qui n'est pas complètement arrêtée. Macao arrête ses casinos aujourd'hui. Mais on sait qu'en octobre, il y a quand même le congrès du parti chinois, et donc d'ici là, il serait dans l'intérêt du président qu'on ait quand même une économie qui aille bien. Mais si et quand la Chine se mettra à relancer réellement, vous dites que ce sera un driver peut-être plus important pour les métaux que les ralentissements économiques qu'on aura observés ou qu'on observera. Pour moi, vous avez une mild recession sur une partie de l'économie qui représente 50% de la consommation, et la récession sera peut-être pas totalement égale partout. Et de l'autre côté, vous avez une vraie relance sur 50% de la consommation. Donc pour moi, oui, les prix des métaux devraient repartir à la hausse à ce moment-là, peut-être moins violemment que ce qu'on a vu avant, en attendant que la situation se stabilise en Europe et aux États-Unis, mais on devrait retrouver un chemin plus intéressant. Si on regarde le pétrole... Oui, qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur le pétrole ? Beaucoup de gens commencent à dire oui, on est sur le pétrole exactement comme on était en 2008, et donc on est potentiellement avec une récession et donc un effondrement des prix du pétrole. Il y a une grosse différence sur le marché du pétrole. Là encore, si on regarde les structures de prix à terme, en 2008, on nageait dans le pétrole, et donc on avait une structure de prix à terme classique qu'on appelle en contango, avec des prix à terme plus élevés que les prix comptants, qui montrent en fait qu'il n'y a aucune tension et qu'on n'a pas de mal à trouver du pétrole. Quand on commence à avoir peur de manquer de pétrole, les prix comptants deviennent plus chers que les prix à terme. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer plus cher tout de suite pour être sûr d'avoir la marchandise. Et aujourd'hui, on est dans une structure où sur un an, on a cette structure de prix à terme avec $15 d'écart. D'accord ? Donc 15% de rendement. Si vous êtes financier et que vous portez cette position, vous engrangez 15% de rendement annuel. Donc on n'est pas du tout dans la même situation de tension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est malgré tout dans une situation de tension extrême. L'OPEP a revu à la hausse ses objectifs de production avec ses alliés dans l'OPEP+. Et malgré tout, ils ne produisent pas du tout à ces niveaux-là. Donc on n'a pas de marge de manœuvre. On a le Kazakhstan qui a une décision de justice il y a quelques jours qui a annoncé qu'un des terminaux d'exportation de pétrole qui exporte entre 1,5 million et 2 millions de barils par jour allait potentiellement devoir fermer. On attend une confirmation parce qu'il y a eu appel. Si c'est le cas, on a 1,5 million à 2 millions de barils par jour de pétrole, soit 1,5 à 2% de la consommation mondiale qui disparaît du jour au lendemain. Et le marché, pour l'instant, ne s'en inquiète pas parce qu'il regarde uniquement les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire le risque de récession, certes, mais attention au rebond de la Chine d'une part, attention à l'absence de marge de manœuvre, sachant qu'on a en plus une très grosse tension sur les produits raffinés. On manque de capacité de raffinage parce qu'une partie de ces capacités excédentaires de raffinage se trouve en Russie et qu'on ne va pas y faire appel. Donc cet été, on est rentré dans la période des ouragans dans le bassin atlantique. Il y a régulièrement des ouragans qui terminent leur course sur les côtes de Louisiane et du Texas où il y a une grosse partie des capacités de raffinage américains.
Si ça devait être le cas et que ces capacités devaient être arrêtées pendant quelques semaines, on pourrait se retrouver avec un prix du gallon qui atteigne les $5, ce qui n'arrangerait franchement pas les affaires de Biden à quelques semaines des mi-termes. Joe Biden qui mènera une tournée au Moyen-Orient cette semaine, en Arabie Saoudite, État qui était jugé paria par Joe Biden il y a encore quelques mois à peine après l'affaire Jamal Khashoggi. Alors au-delà de la mise en scène du narratif politique, qu'est-ce que ce type de rencontre avec les Saoudiens peut déclencher potentiellement comme décision, comme action? Il y a peu de marge de manœuvre. Je le disais aujourd'hui, la quasi-totalité des pays de l'OPEP produisent à leur maximum. L'Arabie Saoudite a un peu de marge, mais on parle d'1 million à 1,5 million de barils par jour de capacité de production excédentaire. Ils n'ont jamais mis cette production en place plus de, on va dire, quelques semaines, voire quelques mois. Une partie de ce pétrole est du pétrole très lourd et très soufré qui n'intéresse pas les raffineries. Donc les marges de manœuvre sont faibles. Après, ce que peut éventuellement chercher Biden, c'est des conditions plus favorables pour les États-Unis en cas de besoin, s'ils avaient besoin d'importer un peu de pétrole. Mais finalement, il n'y a pas énormément à aller chercher en Arabie Saoudite pour Joe Biden aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre, malheureusement. Bon. On suivra ça. Sur le pétrole, on a des marges de manœuvre nulle part. Donc, j'entends bien. Sauf à avoir un ralentissement économique qui contraigne la demande. On a en plus tout fait pour la maintenir, puisqu'on met des subventions en permanence pour essayer d'éviter l'impact social. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais ça retarde l'ajustement de la demande. Puis n'oublions pas, alors j'ai plus le compte en tête, mais qu'on a quand même libéré pas mal des réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis. Depuis, comme leur nom l'indique, ces réserves stratégiques, il faudra, j'imagine, stratégiquement un jour les reconstituer. Les reconstituer, tout à fait. Et donc ça va être un travail à faire dans les. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de le faire en 2 semaines, mais voilà. Ça peut prendre du temps. Mais on a des réserves stratégiques qui restent quand même importantes, mais malgré tout, il faudra songer à les rebâtir à un moment si on décide de continuer avec le pétrole. Parce que l'autre décision qui pourrait sortir de la situation actuelle, c'est une décision d'accélération sur la transition énergétique qui, en tout cas, est appelée des vœux de l'ONU et du GIEC aujourd'hui pour pouvoir faire face. Pour l'instant, il faut faire le bridge. Pour l'instant, voilà, tout le monde se remet au pétrole et au charbon pour amortir le choc. Merci beaucoup, Benjamin. Benjamin Louvet qui était avec nous pour cet état des lieux des marchés de matières premières et de leurs perspectives sur cette deuxième partie d'année 2022. Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Voilà pour ce dernier quart d'heure de cette émission. Ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.